Depuis, je n'ai plus jamais été arrogante ou méprisante envers des choses que je ne connais pas. Je n'ai jamais vraiment cru au paranormal. Ma mère, elle, est médium et a l'habitude de gérer ce genre de choses. Mais même avant de recevoir les informations venant de son ami, j'avais déjà remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps. Je ne me couche jamais tôt. Je reste éveillé tard à étudier, discuter avec ma copine ou faire défiler mon téléphone. D'habitude, je lutte contre le sommeil pour pouvoir continuer à lui parler, mais depuis quelques jours, je n'ai plus du tout sommeil. En fait, je me sens observé. Et anxieux. Comme s'il y avait une présence dans ma chambre. C'est dérangeant. Parfois, j'entends une respiration près de moi et je retiens la mienne pour vérifier si ce n'est pas moi, mais ce n'est pas le cas. Ici, chez nous, on dort portes ouvertes et les chambres sont proches, donc j'ai souvent entendu ma famille ronfler ou respirer, mais ces derniers temps, je me demande si c'est vraiment eux. Le pire, c'est qu'avant hier, je me tournais et retournais dans mon lit sans réussir à dormir et j'ai senti qu'on me tirait les cheveux. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai aussitôt essayé de trouver une explication rationnelle, peut-être que mon bras avait coincé une mèche ou qu'elle s'était accrochée au cordon de la lampe de chevet. J'ai essayé de me rassurer, mais j'ai eu très peur. Je crois que cet incident des cheveux est arrivé le même jour où ma mère m'a parlé de son ami. Ma mère et moi nous disputions beaucoup ces derniers temps, mais ça s'était calmé, jusqu'à ce jour-là. C'est ce jour-là qu'elle m'a dit ce que son ami avait perçu. Son ami lui a dit qu'un esprit malveillant était accroché à moi et qu'il provoquait nos disputes, sans raison apparente. Normalement, je n'aurais pas pris ça au sérieux, mais avec ce sentiment d'être observé et mon insomnie, je suis devenu paranoïaque. Et cette nuit-là, l'incident des cheveux s'est produit. Pour couronner le tout, mon chat, qui dormait toujours sur mon lit, a arrêté du jour au lendemain. On dit souvent que les chats protègent contre les esprits, et depuis que tout ça a commencé, il ne dort plus avec moi. Il dort là où il veut, avec moi, avec ma mère, sur n'importe quel canapé, ça change tous les jours. Mais ça m'a paru étrange qu'il arrête de dormir avec moi pile au moment où tout ça a commencé. Même si je suis sceptique, je me sens plus en sécurité quand il est là. Je ne sais pas si c'est important, mais le jour de la dispute et de l'incident des cheveux, juste avant que ça arrive, mon collier en perles fait maison s'est cassé sans raison. Je ne l'ai même pas tiré, je l'ai juste touché et il s'est défait. Je le portais tous les jours depuis environ 1 an, alors j'ai pensé que c'était dû à l'usure. Mais ensuite, j'ai lu sur Internet que les colliers pouvaient se briser à cause d'une accumulation d'énergie négative, et qu'il ne fallait pas forcément qu'il s'agisse d'un collier avec un talisman. C'était mon collier préféré. Aujourd'hui, ma mère a allumé de l'encens dans la maison. Je déteste cette odeur, mais elle a dit qu'elle devait purifier les énergies parce qu'il y avait quelque chose de mauvais qui rôdait ici. Je suis très déprimé ces derniers temps et je crois qu'elle attribue aussi cela à l'esprit. Il y a 4 ans, j'étais au Mexique, et un homme est venu vers moi en prétendant être médium. Ce n'était pas un colporteur, il ne demandait pas d'argent, il était simplement très insistant pour me dire mon avenir. Je précise que je suis petite, je mesure environ 1,52 m. Cet homme, lui, devait mesurer autour de 1,35 m. Donc il ne m'a pas acculé ni mise mal à l'aise, au contraire, tout cela s'est passé en plein milieu d'un marché, alors que j'étais en train d'acheter des fruits. La quantité d'informations qu'il savait sur moi juste en lisant ma paume, il n'y a jeté qu'un rapide coup d'œil, était incroyable. Sans trop en dire sur moi-même, je peux dire qu'il a visé juste sur la manière dont ma vie s'était déroulée. Ce n'étaient pas des banalités ou des traits de caractère génériques dans lesquels tout le monde pourrait se reconnaître, c'étaient des détails très spécifiques sur moi et sur des événements de mon passé. Après m'avoir dit qu'il savait que j'étais américaine, même si l'espagnol est ma langue maternelle, il a affirmé que j'avais un certain nombre de frères et sœurs, a décrit mes conditions de vie, et a même assuré que j'avais déjà rencontré l'homme que j'allais épouser. Ensuite, il m'a rapidement tendu une poignée de cailloux ou de pièces qu'il avait dans sa poche, je ne me souviens plus très bien. Il m'a demandé de les jeter par terre.
Puis il a passé le reste du temps à les observer au sol tout en me parlant de mon avenir professionnel et personnel. Il était extrêmement précis dans les détails qu'il donnait. À la fin de cette séance, qui, je précise, a duré environ 5 minutes pendant lesquelles il parlait à toute vitesse, presque essoufflé, il a sorti un petit sac vert, transparent, rempli de riz, de paillettes et ou de perles. Il m'a dit de le garder sur moi pour me porter chance. Puis il est littéralement parti en courant et a disparu. Depuis cet événement, j'ai eu quelques autres rencontres avec ce médium. Il faut savoir que cela s'est produit entre 2 pays et dans 3 États différents. Étrangement, tous m'ont prédit le même avenir. Rien de vraiment farfelu, mais l'homme du Mexique reste celui qui m'a le plus marqué. Je me demande si quelqu'un a déjà entendu parler de cette histoire de riz? Ou de la technique avec les pièces ou les cailloux? Comme ma mémoire est un peu floue sur ce qu'il m'a dit à propos du riz, est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer? Ou bien est-ce que d'autres ont déjà vu ça ailleurs? Je crois que c'est ce qui m'a le plus intrigué et déstabilisé. Il insistait énormément sur le fait que le riz m'aiderait, mais je ne savais pas vraiment en quoi ni comment. Mon père a voyagé plus tôt ce mois-ci. Je ne dirai pas où, mais c'est un pays très éloigné de chez nous, ce qui rend cette histoire encore plus étrange. Il voyageait avec une sorte de club de loisirs, et l'une des femmes qui l'accompagnait lui a raconté qu'après avoir travaillé avec des enquêteurs du paranormal, elle avait développé une sorte de sensibilité. Ces dernières années, elle aurait acquis la capacité de communiquer, d'une certaine manière, avec certaines personnes décédées. Le lendemain, je crois, elle lui a demandé, sans prévenir, s'il connaissait un jeune homme aux cheveux clairs qui était décédé. Mon père a répondu que oui. Elle a donné d'autres descriptions assez générales, mais rien de particulièrement précis ou étonnant. Elle lui a dit que ce jeune homme avait un message qui devait absolument être transmis à la fille de mon père, c'est-à-dire moi. Le message était que beaucoup de gens pensaient qu'il avait changé avant de mourir, mais qu'il voulait que tout le monde sache qu'il n'avait pas changé. Qu'il était resté le même, et qu'il ne pouvait pas passer de l'autre côté tant que ses proches n'avaient pas compris cela. Elle a aussi dit qu'il voulait que je sache qu'il n'avait jamais cessé de tenir à moi, peu importe les apparences. Après avoir longuement hésité, mon père a décidé de me transmettre ce message. J'ai ressenti un énorme frisson en l'entendant, et les larmes me sont montées aux yeux. Je n'ai jamais vraiment cru à ce genre de choses, mais je n'ai jamais totalement rejeté non plus. En vérité, j'ai toujours évité le paranormal, parce que ça me fait peur. Mais dès que mon père a entendu ce message, il a pensé que ça parlait de mon ami Bob, nom d'emprunt. Bob était mon meilleur ami pendant de nombreuses années. Nous avions une amitié incroyable, unique, et il était comme de la famille pour moi. Il me manque encore terriblement. Nous n'avons jamais eu de relation amoureuse, mais nous en avons parlé parfois, et j'ai toujours eu l'impression qu'un jour, on finirait ensemble. Il avait les cheveux châtain clair, qu'il avait teints en blond au moment de sa mort. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais dans les derniers mois de sa vie, il est devenu très déprimé et a commencé à fréquenter des gens peu recommandables. Nous sommes restés proches, mais je n'aimais pas ces nouvelles fréquentations, je ne traînais pas avec eux et je ne soutenais pas son amitié avec eux. Ces personnes ont fini par le tuer. Toute cette situation a été folle, cruelle, horrible, inimaginable. Ce fut la période la plus difficile de ma vie. Ça fait longtemps, mais je ne passe pas un jour sans penser à Bob. Ce message a vraiment du sens, car nous nous étions un peu éloignés dans ces derniers mois, et il traversait beaucoup de problèmes émotionnels et mentaux. Il s'habillait différemment, il agissait différemment. Honnêtement, j'ai eu l'impression que certaines personnes à son enterrement, ses nouveaux amis, ne le connaissaient même pas vraiment. Je me sens étrange par rapport à tout ça. Je ne sais pas trop si j'y crois, mais d'un côté, j'ai vraiment envie que ce soit vrai. Dans les moments difficiles, j'ai prié encore et encore pour avoir un signe de Bob. Mais je ne sais pas quoi faire de cette information. Si jamais il est bloqué, je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire pour l'aider. Je ne peux pas en parler à ses autres proches. Je suis assez croyante, mais eux le sont encore plus, et ils ne seraient probablement pas ouverts à ce genre de choses. Sans compter que cela leur ferait beaucoup de mal, ils évitent encore aujourd'hui de penser à lui, parfois même de me voir,
car je leur rappelle sa mémoire. Ma mère m'a appelé aujourd'hui. Elle avait pris rendez-vous pour un appel téléphonique avec une médium bien connue dans notre ville. Je ne crois pas aux médiums. Pour moi, ce sont des expertes en lecture à froid et en extrapolation à partir de ce que les gens disent. Mais j'ai écouté par politesse, par respect pour les croyances de ma mère, sans me moquer d'elle. Avant de raconter cette histoire, je dois vous parler de mon frère. Il a 34 ans, 5 ans de moins que moi. Il y a environ 2 ans, il a pris un nouveau départ, il a étudié pour devenir électricien et travailler dans ce domaine, ce qui semblait lui plaire. Mon frère est quelqu'un de très secret, il garde tout pour lui et a du mal à s'ouvrir ou à nous dire ce qui se passe dans sa vie. Moi, je le laisse tranquille, mais notre mère le harcèle constamment, elle s'inquiète trop pour lui, et parfois il en a marre. Ce n'est donc pas une surprise que lorsqu'il a décidé de quitter sa courte carrière d'électricien pour devenir chauffeur de poids lourd, il n'en ait pas parlé à notre mère. Il sent qu'elle s'inquiéterait encore plus pour sa situation financière et il ne veut pas qu'elle se fasse du souci inutilement. Donc, mon père et moi sommes les seuls à savoir qu'il est actuellement à l'école, à 3 heures de route de chez nous, pour apprendre à conduire des camions. Ma mère, elle, croit toujours qu'il travaille comme électricien. Revenons donc à l'histoire. Ma mère me raconte son appel avec la médium. Celle-ci lui avait demandé de préparer des questions assez vagues, sans donner de nom, sans préciser sa relation avec les personnes concernées, en gros avec le moins d'informations possible. La médium lui a parlé de plusieurs choses sur notre famille, dont beaucoup étaient assez justes, comme le fait que je travaille trop et que je n'ai pas de vie sociale, ou qu'elle a évoqué l'idée que ma mère envisage une opération de bypass gastrique, sujet que j'essaie justement de lui faire aborder avec son médecin, et plein d'autres petits détails intéressants qui collaient bien à ce qu'on vit en ce moment. Mais le moment le plus impressionnant, c'est quand ma mère lui a demandé « Est-ce que mon fils est heureux ?» La médium lui a répondu « Votre fils est en train de changer de carrière en ce moment. Je le vois en train de conduire quelque chose de bien plus gros qu'un pick-up. Je vois des arbres, une forêt, des chemins de terre. Nous vivons dans une région reculée où des camions transportent du bois de nos forêts vers les États-Unis. Elle a dit à ma mère que c'est là que mon frère trouverait son bonheur. Ma mère pense toujours qu'il est électricien. Mais moi, je sais que ce n'est pas le cas. Et le fait que cette femme, qui ne nous connaît pas, ait décrit ça aussi précisément, ça m'a donné des frissons. Tout ça s'est passé aujourd'hui, au magasin d'antiquités et d'objets vintage où nous travaillons, nous sommes 2 étudiantes en art, en Géorgie. C'était une matinée normale, je suis arrivé à 11h30 et j'ai allumé toutes les lumières avant de compter la caisse. Rien d'inhabituel, sauf ce poids oppressant sur ma poitrine que j'ai ressenti en entrant dans l'arrière-boutique pour brancher une lampe et allumer la lumière au plafond. Oui, c'était bizarre, mais ces dernières semaines, on a toutes ressenti ça, donc on s'est dit que c'était sûrement à cause des travaux à l'étage, qui devaient bloquer la ventilation et rendre la pièce étouffante. Ma collègue est arrivée à midi et la journée de travail a commencé, plutôt chargée car c'est la saison touristique. Vers 14h, une femme d'environ 28 à 30 ans est entrée et nous l'avons saluée pendant qu'elle commençait à parcourir les rayons. Au bout de 5 minutes et après quelques petites ventes, elle s'est approchée du comptoir et nous a dit « Je sais que ça va paraître bizarre, mais est-ce que l'une de vous a déjà eu des expériences négatives dans l'arrière-boutique, près de la ventilation ?» Ma collègue et moi nous sommes regardés, un peu perplexes, car on ne comprenait pas trop où elle voulait en venir. Elle a précisé « Je suis médium, et dans cette pièce-là, je ressens une présence lourde, négative. Est-ce que vous avez déjà ressenti quelque chose d'étrange là-bas ?» Nous lui avons répondu que pas vraiment, à part que la pièce est étouffante et un peu flippante quand il fait sombre, mais qu'à notre connaissance, rien de paranormal ne s'y était produit. À partir de là, ma collègue et moi étions fascinés et avons commencé à lui poser des questions sur ce qu'elle ressentait. Elle nous a alors expliqué. C'est une énergie très, très ancienne, d'avant la guerre de sécession, pas d'origine autochtone américaine. Et cette présence m'a dit, d'une voix grave et gutturale, de partir. À ce stade, nous étions vraiment troublés, mais cette femme était très gentille et ouverte à répondre à toutes nos questions,
sans nous demander de l'argent, ce qui nous a fait penser qu'elle était sincère et ne cherchait pas à profiter de nous. Nous lui avons demandé où précisément dans la pièce elle ressentait ça, et elle nous a répondu, près des bouches d'aération. Après ça, la boutique s'est de nouveau remplie et elle nous a souhaité bonne chance avant de partir, en disant qu'elle essaierait de revenir plus tard pour vérifier. Environ 15 minutes après son départ, les marchands qui tiennent des stands dans cette pièce sont arrivés avec de nouveaux objets. Nous avons décidé d'aller leur parler pendant que c'était encore frais dans notre esprit. Nous sommes allés les voir pour leur demander s'ils avaient déjà ressenti quelque chose d'étrange en rapport avec certains objets qu'ils avaient apportés. Ils nous ont alors expliqué que depuis qu'ils avaient ramené leur dernière cargaison, il y a quelques semaines, ils se sentaient épuisés, physiquement et émotionnellement, et ressentaient un essoufflement chaque fois qu'ils entraient dans leur coin du magasin. Nous leur avons alors demandé ce qu'ils avaient récemment apporté, et ils ont montré 2 objets près de la bouche d'aération, une vieille tapisserie africaine tissée à la main, et un masque mortuaire européen, tous 2 datant au moins du 19e siècle, voire plus anciens. À ce moment-là, nous nous sommes dit que ça devait forcément être ces 2 objets dont parlait la médium. Nous avons raconté notre histoire aux marchands, qui l'ont cru sans hésitation. Avec cette histoire en tête, que nous conseillez-vous de faire? Ou, au minimum, quels conseils auriez-vous pour éviter de provoquer ou d'énerver cet esprit potentiellement hostile? En regardant des émissions et des documentaires sur le paranormal, nous savions qu'il fallait lui dire au revoir et lui demander de rester là quand nous fermions, et nous avons essayé de ne pas trop en parler pour éviter de lui donner de l'énergie à travers notre peur, mais avez-vous d'autres conseils? Nous voulons simplement être aussi respectueuses que possible envers cette présence, si elle existe vraiment. Je viens du Brésil, un pays très religieux, donc j'ai grandi catholique, en respectant et en aidant les personnes âgées et les autres, en donnant un coup de main aux tâches ménagères, etc. Ma tante me racontait souvent cette histoire. Un jour, ma mère et elle m'habillaient pour m'emmener chez mon père au travail, car elle devait aller à un enterrement. Comme j'étais trop jeune, les adultes refusaient d'en parler devant moi, ou même de mentionner l'événement. Pourtant, alors qu'elle m'habillait, je me suis tourné vers ma tante et j'ai simplement dit « Dis à Roré que je lui passe le bonjour, il sait maintenant qu'il va manquer à tout le monde. » Roré, c'était le défunt, victime d'un accident de voiture, je crois, j'étais trop jeune pour m'en souvenir. C'est à ce moment-là qu'elles ont su. Le deuxième point concerne les réunions de famille. À l'époque, nous vivions à 8 dans la maison, toutes mes tantes et mes oncles, y compris mes parents, habitaient avec mes grands-parents. Enfant, j'adorais ça, je me sentais choyé. Mais cette nuit-là, les choses ont pris une tournure étrange. On regardait des films, on mangeait, on buvait, on passait un super moment. C'était juste une comédie comme une autre quand j'ai vu quelqu'un passer. J'étais plus âgé, et je me souviens de cette scène comme si c'était hier. Il y avait un grand homme, habillé tout en blanc, le visage blafard, des yeux profonds et la bouche cousue. Au début, ça ressemblait à des points de suture, mais ensuite j'ai remarqué que ça ressemblait plutôt à des lianes, je ne sais pas trop. Troublé par cette apparition, j'ai évidemment demandé à ma grand-mère, « Nana, c'est qui l'homme avec la bouche cousue ?» Tout le monde s'est figé sur place, à regarder dehors pour voir de qui je parlais. Personne. Une de mes tantes est même allée allumer les lumières du porche, mais comme le lampadaire de la rue éclairait déjà bien, je voyais parfaitement et je savais faire la différence. Mon oncle a fait une blague sur « le père de Hello Kitty », c'était un sujet de discussion à l'époque, et on a fini par laisser tomber. Mais ma mère a commencé à remarquer un schéma. Elle s'est dit que j'étais bel et bien doté. Les années ont passé, j'ai grandi, et les histoires ont continué. Encore une fois, j'ai été marqué. Quand j'avais 6 ou 7 ans, ma tante a commencé à aller dans des églises spirites, ce qu'on appelle ici la Mesa Espirita, un lieu où des médiums se rassemblent et transmettent les messages d'esprits bienveillants, des paroles de réconfort, des conseils de vie, etc. Eh bien, il y avait une cérémonie de purification, séparée en 2 groupes, les enfants et les adultes. J'étais dans la file d'attente, presque sur le point d'entrer dans la salle où j'allais être nettoyé et énergisé, quand un grand homme a pris la place de la femme qui était partie aux toilettes. Il était blond, avait les yeux verts, des taches de rousseur, et dégageait une énergie incroyablement apaisante.
Il a laissé entrer quelques personnes, puis il m'a repéré. Il semblait me connaître, moi et ma tante, mais nous, on ne le connaissait pas. Alors quand il m'a appelé par mon prénom, j'ai évidemment serré plus fort la main de ma tante. Elle m'a laissé lui parler, et il m'a dit « Tu ne me fais pas un câlin, Maria ». Je l'ai fait, mais il a insisté en disant « Ce n'est pas comme tu fais d'habitude ». Alors je l'ai serré dans mes bras, à ma manière, il m'a remercié et nous a laissé entrer. Quand on est sorti de la séance, on a voulu le retrouver pour le remercier et lui dire au revoir. Mais il n'était nulle part. Introuvable. Apparemment, personne derrière moi dans la file ne l'avait vu, les 2 personnes devant moi étaient déjà parties depuis longtemps, et la dame qui était allée aux toilettes, et qui était censée gérer la file, a juré qu'elle n'avait laissé personne prendre sa place. Elle était aussi choquée que nous, d'autant plus que la file avait mystérieusement raccourci pendant son absence. Jusqu'à aujourd'hui, ma tante est convaincue que j'ai été béni par son frère défunt, Marcelo, qui s'est déguisé en ange pour venir me saluer. Il était mort 5 ans avant ma naissance. La dernière histoire de ce récit concerne la mort de ma mère. Le cancer a été impitoyable, ma mère s'est battue pendant 9 ans, comme la femme forte qu'elle était, mais à cause d'erreurs médicales, elle est morte quand j'avais 8 ans. Pendant les 3 mois qui ont suivi sa mort, l'enfant que j'étais, habituellement bavarde, n'a pas dit un mot. Mon père, inquiet, m'a emmené voir différents médecins, psychologues, tous ceux qui, selon lui, pouvaient m'aider. Elle est décédée le 9 février à 10h32. Le 9 mai, jour de la fête des mères cette année-là, à 10h32, je me suis réveillé chez ma belle-mère, sur le petit matelas qu'elle avait installé pour moi dans le salon. Je l'ai cherché pour lui raconter un rêve, puis je suis retourné dormir. Quelques heures plus tard, mon père m'a réveillé en larmes, en me serrant très fort et en m'offrant plein de cadeaux sans raison apparente. Je ne comprenais pas ce que j'avais dit ou fait, mais en voyant leur comportement étrange, à me couvrir de cadeaux et de gentillesse, j'ai fini par demander ce qui se passait. Ce jour-là, ma belle-mère m'a expliqué que je m'étais approché d'elle avec une tulipe, la fleur préférée de ma mère, introuvable près de chez nous, et que je lui avais raconté avoir vu ma mère sur le brancard où elle était morte, puis qu'un ange était venu la chercher et qu'elle m'avait embrassé une dernière fois pour me dire au revoir. Ce dont je me souviens encore aujourd'hui, c'est ce câlin à la fois triste et apaisé que ma mère m'a donné, ainsi que d'autres rêves où elle m'a prise dans ses bras. Depuis, j'ai décidé d'utiliser mon don pour faire le bien et m'éclairer moi-même, afin de pouvoir offrir du réconfort à ceux qui en ont vraiment besoin. J'ai eu quelques expériences. Je ne vais jamais voir de médium, trop peur qu'on me dise des choses que je n'ai pas envie d'entendre, mais j'ai eu 2 ou 3 lectures surprises qui m'ont vraiment bouleversé. En 2020, j'ai commenté la photo de quelqu'un qui montrait des runes faites maison. Ça l'a amené à m'envoyer un message privé. Il m'a dit que j'avais regardé des photos, et que les larmes que j'avais versées n'étaient pas vaines, que mes excuses avaient été entendues. Ce que cet homme ne savait pas, c'est que quelques mois plus tôt, mon frère était décédé dans son sommeil. Je n'avais jamais eu l'occasion de lui dire que j'étais fier de lui d'avoir réussi à changer sa vie. Après avoir passé toute sa vie d'adulte accro à l'héroïne, il était sevré depuis 2 ans au moment de sa mort. Je me sentais extrêmement coupable de ne pas avoir répondu à son appel 2 jours avant qu'il ne meure. Cet homme m'a aussi dit que mon parcours de fertilité allait commencer. Non seulement j'avais perdu mon frère, mais j'avais aussi récemment fait une fausse couche, donc ma réaction a été plutôt « non, ça vient de se terminer ». Pourtant, à la fin de 2020, j'étais enceinte, et mon plus jeune fils est né l'année dernière, il a presque 1 an maintenant. Je suis habituellement assez sceptique, mais cet homme a visé tellement juste. Il n'avait aucun moyen de savoir tout ça, c'était juste un inconnu sur Facebook que j'avais croisé par hasard dans un groupe. Je fais beaucoup d'enquêtes paranormales pendant mon temps libre, donc je connais pas mal de médiums. Ce n'est pas très vieux en fait, mais un jour, des amis et moi, y compris une de mes amies médiums, étions en appel vidéo, et mon ami médium nous a interrompus en disant qu'il y avait une vieille femme qui essayait d'attirer son attention, qu'elle décrivait comme une « figure maternelle ». Mon ami avait l'impression que cette femme était liée à moi, alors elle m'a décrit son apparence physique.
Elle était en train de décrire ma grand-mère, décédée en 2019. Elle m'a parlé des problèmes de santé que ma grand-mère avait eus juste avant de mourir, et elle m'a raconté des opérations que ma grand-mère avait subies avant même ma naissance, ce que ma mère m'a confirmé plus tard. Chaque chose que mon ami médium m'a dite sur ma grand-mère, je savais que c'était vrai ou je l'ai découvert ensuite, et il n'y avait absolument aucun moyen qu'elle ait pu savoir tout ça par quelqu'un d'autre. J'ai toujours cru au paranormal et j'ai moi-même vécu beaucoup d'expériences, mais celle-là m'a vraiment marqué. Bien sûr, il y a beaucoup de charlatans et d'arnaqueurs dans ce domaine, mais il y a aussi beaucoup de vrais médiums qui ont des dons incroyables. Chaque fois que j'entends une histoire comme celle-ci, ça continue de m'étonner. Je suis professeur de lycée dans le centre-ville de Pittsburgh. Notre école est installée dans un bâtiment historique, beaucoup des bâtiments ici sont d'origine, avec seulement des rénovations esthétiques. Je suis aussi médium, ça me paraît un peu fou de l'écrire noir sur blanc. Pour être précise, je suis clairvoyante, c'est-à-dire que je peux voir les morts et d'autres choses étranges qui ne sont pas toutes humaines. Les adolescents sont très émotionnels et ils traînent beaucoup de bagages avec eux. Y compris des bagages du type spirituel. J'ai déjà vu des doubles fantomatiques, un homme pendu dans une pièce non éclairée, des gens raccrochés au dos d'élèves pendant qu'ils sont en cours. Mais l'histoire que je veux raconter ici concerne, je crois, quelque chose d'intrinsèque au bâtiment ou à l'endroit, pas aux élèves. Je devrais préciser que notre école contient beaucoup de marbre noir dans différents espaces. Nos toilettes sont recouvertes de quartz et de marbre du sol au plafond, tout comme le hall principal et chaque palier d'ascenseur. Si vous vous intéressez aux cristaux ou aux matériaux naturels, ça pourrait vous intriguer en lien avec l'activité que j'observe. Ces derniers mois, 3 esprits en particulier me dérangent beaucoup. Esprit 1, je l'appelle pied sale. Quand je suis dans les toilettes ou parfois dans ma salle de classe, je vois des jambes du genou jusqu'aux pieds, sales. Pleines de terre, de mousse, souillées. Cet esprit sent le moisi et adore faire peur. Esprit 2, dans l'escalier des élèves, il y a une silhouette entièrement noire. Noire comme du charbon. Un homme, avec un large sourire et des yeux rouges. Il respire fort, comme un gros fumeur. Sa respiration fait de la buée. Ça ne m'étonne pas tant que ça, car il se passe beaucoup de conflits et de tensions dans ces escaliers chaque jour. D'ailleurs, d'autres profs m'ont déjà confié qu'ils redoutaient d'y faire leur tour de surveillance, non pas à cause des élèves, mais à cause de ce sentiment d'angoisse et de malaise qu'ils ressentent là. Esprit 3, ce connard est ancien. Je n'ai plus vraiment peur des esprits, mais celui-là m'a fait fuir en courant. Dans les salles de classe du sous-sol, il y a une lourdeur, une sensation d'être observé. C'est aussi là que je garde ma presse d'imprimerie. J'y vais souvent pour m'en occuper, généralement seul. La semaine dernière, j'ai ouvert la porte de la pièce. J'ai vu le verrou se déverrouiller, mais la porte ne s'ouvrait pas. J'ai d'abord pensé qu'il y avait quelque chose derrière, la pièce est souvent encombrée, peut-être qu'un objet bloquait. J'ai poussé de tout mon poids, et j'ai fini par réussir à l'ouvrir lentement. Une fois à l'intérieur, j'ai regardé derrière la porte, rien. Une fois ouverte, la porte bougeait librement, rien ne l'empêchait. Puis je me suis souvenu, il n'y a qu'une seule entrée et sortie dans cette pièce, donc rien n'aurait pu bloquer la porte de l'extérieur. Je me suis mis au travail, mais je me sentais mal à l'aise tout le temps. Je ne percevais aucun esprit. Pas de fantôme en vue. Juste ce malaise. Ce frisson entre les omoplates. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil derrière moi, mais il n'y avait personne. Je commençais à fermer, j'ai éteint les lumières et j'ai fait ce que toute héroïne idiote de film d'horreur ferait, je me suis retourné. Je vous jure que tout au fond de la pièce, près de la presse, il y avait un homme grand, avec un chapeau, un sourire jaune, qui me faisait signe de la main. Je n'ai jamais quitté une pièce aussi vite. J'ai failli oublier de refermer le verrou derrière moi. J'ai quelques théories sur cet homme. Je ne pense pas qu'il s'agisse du célèbre homme au chapeau. J'ai déjà vu l'homme au chapeau, et c'est différent, il est terrifiant, mais pas moqueusement malveillant. Et je pouvais voir le visage de cet homme qui faisait signe.
Je n'ai jamais vu le visage de l'homme, il n'avait pas de visage humain. Le plus étrange, c'est que, les amateurs d'horreur comprendront, vous voyez le sinistre révérend dans Poltergeist 2. Eh bien moi, une femme qui voit des esprits tout le temps, j'ai une peur bleue de ce personnage. Et cet homme, dans la pièce, il ressemblait exactement à lui. Ce foutu révérend. Je crois que ce qui est là en bas n'est pas humain, n'est pas bienveillant, et que ce n'est pas un esprit sorti d'un film, mais qu'il s'est manifesté sous l'apparence de ma plus grande peur pour m'effrayer. Et ça a marché. Je suis terrifié. Je n'ai même pas pu raconter cette rencontre à mon fiancé sans m'étrangler d'émotion, ce qui n'est pas du tout mon genre. Je dois retourner dans cette pièce pour travailler. Hier encore, j'ai entendu des rires méchants là-bas. Mais bon, j'ai un boulot à faire et je ne peux pas éviter cet endroit, même si j'en crève d'envie. Ma tante, appelons-la M, travaillait comme médium et voyait des phénomènes paranormaux depuis son enfance. Elle avait appris à les gérer et avait fini par ne plus en avoir peur. Malheureusement, elle est décédée, mais elle nous a laissé beaucoup d'histoires à raconter. Il y en a une en particulier qui m'a vraiment fait peur quand j'étais enfant. À cette époque, M séjournait en Californie chez mon autre tante, appelons-la T, et sa famille. Un soir, alors que M était en train de s'endormir, elle a levé les yeux vers le plafond et a vu des choses mortes en train de ramper d'un côté à l'autre. Petit contexte, dans ma famille, on appelle ça des choses parce que ces êtres sont maléfiques. Ce qui est étrange, c'est qu'à l'époque, ma mère faisait parfois des rêves qui coïncidaient avec les événements paranormaux que M vivait. Elles étaient toutes les deux liées d'une certaine manière, comme si elles devaient s'entraider à travers ces expériences surnaturelles. Une semaine après cet incident, ma mère a reçu un appel de M et, au fil de la conversation, elles ont évoqué ce que M avait vu cette nuit-là. Ma mère a été choquée d'entendre ça, car la même nuit, elle avait fait un rêve. M a alors demandé à ma mère de raconter ce qu'elle avait vu, et voici ce qu'elle lui a dit. Dans ce rêve, ma mère avait pour une raison bien précise une lampe torche à la main. Elle faisait passer la lumière partout dans la pièce où elle se trouvait, et par curiosité, elle a décidé de pointer la lampe vers le haut. Elle a alors vu un homme étendu, recouvrant deux femmes de chaque côté de lui, tous tournés vers le plafond. Ma mère a dit qu'au moment où elle a braqué la lumière sur ces choses et qu'elle a compris ce qu'elle voyait, la tête de l'homme a fait une rotation complète de 180 degrés pour la fixer droit dans les yeux. Ma mère s'est réveillée en sursaut, le cœur battant à tout rompre, en se demandant ce qu'elle venait de voir. Je me souviens qu'elle a décrit ces créatures comme sorties tout droit de l'exorciste, avec une peau morte et horrible, des ongles pointus, des yeux blancs fantomatiques, des membres tordus et allongés, etc. Elles ont fini par comprendre que ces créatures venaient de l'ancienne maison où T vivait. Il y avait dans le garage de cette maison une peinture d'un vieux motel, recouverte d'un drap blanc et rangée là depuis longtemps. La peinture était absolument magnifique, et avant de déménager, T avait décidé de l'emporter pour l'accrocher dans sa nouvelle maison. Sans savoir que des choses étaient attachées à cette peinture. Je vis aux États-Unis, mais en décembre 2002, j'étais de retour chez moi, à Porto Rico. Pendant que j'étais là-bas, mon cousin m'a emmené voir une voyante qui lisait les cartes de tarot, et qu'il disait être vraiment impressionnante. Je n'avais jamais consulté de voyante auparavant, mais j'en avais envie, donc j'étais partant. Pendant la séance, la voyante m'a parlé de plusieurs choses. Puis, elle m'a demandé si j'avais des questions. J'ai dit que j'en avais deux. J'ai demandé, quand est-ce que je pourrais enfin gagner ma vie dans le métier que j'ai choisi? Quand vais-je rencontrer la personne avec qui je suis censé être? J'avais volontairement posé ces questions de manière vague, pour ne pas trop orienter ses réponses. Pour la première question, elle m'a répondu, dans 6 à 8 ans, à peu près. Et pour la deuxième, dans 1 ou 2 ans. Bientôt. C'est plutôt étrange, et j'y pense souvent parce que, eh bien, elle avait plutôt raison, mais pas du tout de la manière à laquelle je m'attendais. Concernant la première question, je suis artiste, un artiste plutôt pauvre, fauché, au chômage permanent. Je galère depuis le début,
et ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais, que je ne sortirai jamais de cette existence précaire et assez misérable dans laquelle je vis depuis environ 19 ans. Mais, et c'est un mais assez significatif, surtout par rapport à ce que la voyante m'a dit, aussi pauvre et souvent sans emploi que je sois, ça fait presque 6 ans que je n'ai pas eu besoin d'avoir un vrai job. Ça fait depuis juillet 2009 que je n'ai pas eu à bosser juste pour vivre. C'est comme si je vivais en vacances permanentes depuis plus de 5 ans. Plutôt génial. Bon, évidemment, le revers de la médaille, c'est que je reste super fauché et que je dois faire très attention à mes dépenses. Mais au moins, je n'ai pas eu besoin d'enchaîner les petits boulots alimentaires dans des domaines que je déteste juste pour payer le loyer, être indépendant, et continuer à vivre en tant qu'artiste. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Donc, juillet 2009, la dernière fois que j'ai eu un job normal, ça fera presque 6 ans. Et c'était en décembre 2002 que la voyante m'avait donné sa réponse. Ça remonte à presque 13 ans. Donc, il y a 13 ans, une femme m'a dit que dans environ 6 à 8 ans, je commencerais à gagner ma vie dans le métier que j'ai choisi. Eh bien, elle ne s'est pas trompée. Elle a même visé pile juste. Et pour l'autre question, quand vais-je rencontrer la personne avec qui je suis censé être? Je n'ai volontairement pas demandé « quand vais-je rencontrer mon âme sœur » ou autre chose comme ça, en partie parce que je ne voulais pas qu'elle me dise un truc déprimant du style « voyons, eh ben, tu es foutu mon vieux. Tu ne rencontreras jamais personne. » Ça aurait été horrible. Je voulais garder ça neutre et ouvert. Eh bien, environ 1 an après mon retour de Porto Rico, j'ai rencontré ma copine et on a commencé à être sérieux ensemble, exactement dans la période qu'avait indiquée la voyante. On est ensemble depuis tout ce temps. Le mois prochain, juillet 2015, ça fera 11 ans. Ce n'est pas un couple parfait tombé du ciel. Ça a demandé beaucoup de travail, mais bon, on est toujours ensemble après tout ce temps, et je pense bien que c'est la personne avec qui je suis censé être. Donc la voyante a aussi tapé dans le mille sur cette prédiction-là. Je suppose que j'ai toujours eu une petite croyance dans ces choses-là, mais honnêtement, je n'ai jamais vraiment considéré les médiums comme réels. Je pensais qu'ils étaient surtout très doués pour la lecture à froid, non? Bref, hier soir, je suis allé en voir un avec des amis, juste pour passer une soirée originale, et je ressens le besoin de partager ce qui s'est passé, si quelqu'un a un avis à ce sujet. Avant même que je m'assoie dans le box avec la femme qui faisait ma lecture, elle m'a dit « Ton père est décédé, n'est-ce pas ?» C'est vrai. Je n'ai pourtant pas l'âge où on supposerait qu'un parent est déjà mort, il est décédé alors que j'étais encore adolescent. Elle a ensuite enchaîné avec des détails précis, comme le fait qu'il s'agissait d'une maladie courte qui aurait pu être diagnostiquée plus tôt. Elle a dit qu'il voulait que je sache qu'il était content que ça se soit passé ainsi, qu'il ne voulait pas de traitement lourd qui aurait prolongé ses souffrances. Elle a mentionné que j'avais son sac, et qu'il était content que je l'aie. C'est vrai, mais je ne l'avais pas avec moi ce soir-là. Elle a parlé d'un pianiste, mon grand-père, puis elle est revenue sur mon père en décrivant ses derniers instants avec des détails troublants, comme qui était présent dans la pièce et qui est arrivé trop tard. Elle a dit que sa mère était venue le chercher à l'hôpital. Elle a aussi mentionné que je changeais souvent de coiffure, c'était une blague récurrente entre nous. Elle m'a parlé des voyages qu'on faisait ensemble, en insistant pour que je me souvienne des bons moments. Elle a même évoqué des détails dont je n'étais pas sûr, mais que j'ai depuis confirmé, notamment qui était présent dans la chambre quand il est mort. Elle a ensuite parlé de ma grand-mère, décédée tout récemment. Elle m'a dit que j'étais une bonne personne, ce qu'elle me répétait littéralement à chaque fois qu'on se parlait. Elle a ajouté que je portais son collier, j'avais mon manteau fermé, la médium ne pouvait pas le voir. Et puis, ce qui m'a vraiment retourné, c'est quand elle m'a dit que mon père avait un enfant là où il est, un petit bébé. Elle m'a demandé si ma mère avait fait une fausse couche ou un avortement, parce que mon père disait que c'était son enfant. Je lui ai répondu que non, que ça devait être une erreur. J'ai même suggéré que c'était peut-être celui de ma sœur. Mais elle a insisté, non, il dit que c'est bien son enfant. J'ai abandonné, en pensant que c'était probablement des bêtises.
Mais je voulais en avoir le cœur net, alors j'ai appelé ma mère aujourd'hui, et elle s'est mise à pleurer. Très tôt dans leur relation, elle et mon père avaient eu un avortement, et ils n'en avaient jamais parlé à personne. Je ne sais toujours pas quoi penser. Je doute qu'on puisse deviner autant de choses rien qu'en m'observant. Mais je suis tellement heureux d'y être allé. Entre mes 16 et 17 ans, je vivais chez mes grands-parents. Peu de temps après mon emménagement, ma cousine est venue vivre avec nous. C'était l'automne et on était dehors en train de fumer, pour décompresser de la journée et se préparer à aller se coucher. À notre gauche, à environ 30 mètres, il y avait un petit ravin avec un ruisseau au fond d'une pente raide d'environ 2,5 mètres. On était en plein milieu de notre pause quand on a entendu des pas qui traversaient l'eau, montaient sur les feuilles, puis grimpaient jusqu'à notre côté du ruisseau, mais on ne voyait rien. Je n'arrivais pas à savoir si c'était quelque chose de bon ou de mauvais, mais on n'a pas attendu de le découvrir, on a filé en courant à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on est monté à l'étage, on vivait au sous-sol, pour chercher à manger. Ma cousine appelons-la Sally m'a demandé d'allumer la lumière du salon pour qu'on puisse manger là-bas. Dès que j'ai passé le mur qui séparait la cuisine et le salon, du coin de l'œil, j'ai vu une femme accroupie dans une position de grenouille, qui me fixait. Elle avait une coiffure ébouriffée façon années 80, elle portait une blouse blanche de patient d'hôpital et avait l'air paniqué. Je suis retourné en courant dans la cuisine et j'ai raconté à Sally ce que j'avais vu. On est allé ensemble dans le salon, on a allumé la lumière, et la femme n'était plus là. Un peu plus tard, pendant qu'on mangeait, j'avais une vue dégagée à travers la cuisine jusque dans la salle familiale du fond, et là j'ai vu une apparition blanche, la silhouette d'un homme, qui marchait en traversant un mur. Ce mur donnait non seulement sur l'extérieur, mais c'était aussi à l'étage, leur maison était construite sur une pente. Cette figure a traversé la pièce jusqu'au mur qui menait au balcon, juste au-dessus de l'endroit où on fumait une heure plus tôt. 5 mois plus tard, j'étais retourné vivre chez ma mère. Une semaine après mon retour, vers 3 heures du matin, je me suis levé pour aller aux toilettes et j'ai regardé par la porte de ma chambre, elle était là. La même femme que j'avais vue dans le salon de mes grands-parents. Elle était allongée sur le sol du salon de ma mère, au même endroit, mais sur le ventre, les membres tordus dans des positions impossibles, la tête complètement retournée en arrière, la mâchoire cassée et grande ouverte bien plus qu'elle n'aurait dû, et sans yeux. Ses yeux avaient disparu. C'est quelque chose que je peux revoir encore et encore, mais que je n'arriverai jamais à décrire complètement. Je vis au Canada. J'ai perdu ma mère bien-aimée quand je n'avais que 25 ans. Mon père était, évidemment, dévasté. J'ai décidé de prendre rendez-vous avec un médium réputé. J'avais entendu parler de ce médium grâce à un de mes clients. Ce qui m'avait frappé au départ, c'est que la médium elle-même avait perdu sa propre fille dans un accident de voiture et avait publié un livre à ce sujet. Mon client connaissait sa fille de son vivant, car elles jouaient ensemble dans la même équipe de softball. L'accusation qu'on entend souvent de la part des sceptiques, c'est que tous les médiums profitent de la détresse des endeuillés. Mais j'avais du mal à croire qu'une femme ayant perdu sa propre fille puisse sciemment profiter de la douleur des autres. En arrivant chez la médium, j'ai trouvé une femme d'âge moyen tout à fait normale. Elle nous a accueillis, mon père et moi, et nous a fait asseoir. Il est important de préciser que je ne lui avais pas dit qui j'étais ni pourquoi j'étais là. Je ne lui avais même pas dit que j'allais venir avec mon père. Elle a immédiatement regardé mon père et dit « Je vois une femme qui est morte jeune, selon les standards de l'époque. Je pense que c'est votre femme. » Quelques instants plus tard, elle a identifié mon père comme « Johnny », le surnom que ma mère lui donnait. La médium a aussi mentionné les prénoms Holly et Darby, qui sont les noms de mes 2 sœurs. Certes, la médium n'a pas précisé « ce sont vos sœurs », mais ce sont des prénoms peu courants, et elle n'a cité aucun autre nom à part Johanna et Rebecca. Johanna, c'était la mère de ma mère, décédée environ 1 mois avant ma mère. Rebecca, c'est le prénom de ma mère. La médium a poursuivi en disant « Elle veut qu'on l'appelle Becca ou Beck. » Ce sont des surnoms très inhabituels, mais ma mère s'est toujours fait appeler Beck.
Beaucoup d'autres détails ont été révélés, aucun n'étant trouvable sur Google ou même jamais prononcé à voix haute. En quittant la maison de la médium, qui se trouvait en pleine campagne, mon père a même entendu la voix de ma mère l'appeler par son prénom. Nous avons encore l'enregistrement de cette séance, et il nous arrive de l'écouter pour trouver du réconfort. Il est difficile de trouver un médium authentique et doué, mais ils existent vraiment. La médium dont je parle s'appelle Sandy Walcher. Vous pouvez sûrement trouver des vidéos d'elle sur YouTube, mais elle reste généralement en dehors des projecteurs. N'assumez pas que ces choses ne sont pas réelles juste parce que vous ne les avez jamais vécues. Et si vous n'avez pas connu de perte importante, n'attendez pas d'un médium qu'il puisse vous aider. On ne va pas aux urgences pour un simple rhume. J'ai été athée toute ma vie, et je le suis toujours, mais disons que je suis devenu un athée un peu plus confus, et ce, pour deux raisons que je vais expliquer ci-dessous. J'ai toujours eu tendance à me moquer des croyants, mais ce n'est plus du tout le cas. Je suis complètement ouvert d'esprit aujourd'hui, et je pense que tout le monde devrait l'être. Ma sœur a eu de nombreuses expériences avec des fantômes et des esprits, et elle a vu des apparitions à plusieurs reprises. Des morts ont aussi communiqué avec elle, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Voici deux de ces histoires les plus crédibles. Elle et tous ses colocataires étaient dans une cave quand la lourde poignée de la porte s'est abaissée d'un coup et que la porte s'est ouverte, sans que personne ne soit derrière. Elle et mon père ont tous les deux vu un tout petit debout sur une île, au milieu d'un carrefour très fréquenté, mais quand ils se sont retournés pour le revoir, l'enfant n'était plus là. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un médium qui m'a proposé une lecture gratuite, sans rien demander en échange. J'ai toujours été très sceptique envers les médiums, jusqu'à ce jour-là. À noter que je ne lui ai donné aucune information sur moi-même, tout ce qui s'est passé, c'est lui qui m'a dit des choses sur mon passé, mon présent et mon avenir, sans autre échange que ça. Voici ce qu'il m'a dit fait. Il m'a dit que j'avais un beau-père et un père, et que mon beau-père travaillait dans un domaine plus technique. 100% vrai. Il a dessiné à la perfection l'écusson de mon ancien lycée, en disant qu'il avait eu une vision du passé. J'ai quitté l'école il y a 12 ans. Il a dit qu'un jour j'aurais une entreprise web app à succès. C'est arrivé, aujourd'hui mon entreprise porte justement sur le développement web et d'applications. Il m'a dit qu'il faudrait que je maintienne de bonnes relations avec mon beau-père pour que cette réussite soit possible. C'est un détail très significatif, mais je n'en dirai pas plus. Et tout ça, gratuitement, ce qui rend l'expérience encore plus crédible à mes yeux. Je resterai toujours athée en ce qui concerne la religion et Dieu. Je n'ai jamais eu moi-même d'expérience paranormale, mais un jour, j'aimerais bien, juste pour savoir, une bonne fois pour toutes. Les médiums ont souvent une mauvaise réputation parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs, mais il existe aussi de vraies personnes avec un véritable don. J'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie qui m'ont beaucoup aidé. L'une d'elles, je l'ai rencontrée lors d'une soirée entre femmes. Évidemment, elle n'avait aucun moyen de savoir quoi que ce soit sur moi. On faisait simplement la queue pour avoir des lectures. Dès que je me suis assise, elle m'a dit qu'il y avait un enfant avec moi, une petite fille. Elle m'a dit que c'était ma fille, celle qui n'était jamais née. C'était surréaliste. J'avais fait une fausse couche l'année précédente. Je lui ai dit que j'avais en fait eu 2 fausses couches. Elle a regardé par-dessus mon épaule, derrière moi, est restée silencieuse un moment, puis a dit « Je comprends. Il n'y a qu'un seul enfant avec toi, parce qu'un seul avait un cœur qui battait. L'autre n'en a jamais eu. » Elle avait raison. Encore une fois, il n'y avait aucune façon qu'elle sache ça. J'étais une parfaite inconnue qui venait juste de s'asseoir à sa table. Elle m'a dit que ma maison était hantée, ce que je savais déjà. Elle m'a proposé de venir la nettoyer. Elle dirigeait une équipe d'enquête paranormale. Ils sont venus et m'ont aidé à éliminer la négativité dans ma maison, gratuitement. Elle ne m'a jamais rien demandé. J'ai même rejoint son équipe pendant un temps et je l'ai aidé à purifier les maisons d'autres personnes. Elle n'a jamais rien demandé à personne. Alors, où est l'arnaque pour ceux qui disent que les médiums ne sont pas réels? Elle n'a jamais reçu un centime,
elle faisait ça uniquement pour aider les gens. Un jour, j'ai contacté un guérisseur spirituel en ligne par email pour lui poser quelques questions au sujet de ma copine de l'époque. Puis l'expérience la plus étrange de ma vie s'est produite. Je ne suis toujours pas sûr de ce qu'un guérisseur spirituel fait exactement, mais celui-ci m'a dit que j'avais besoin de guérison dans mon chakra situé au niveau de l'estomac, et que lorsqu'il méditerait le soir, il enverrait son guide spirituel vers moi pour m'aider à guérir. Il m'a aussi dit que ma relation n'irait nulle part et que ma famille et moi allions commencer à voyager ensemble d'ici environ 8 mois. Quelques jours passent, et je suis assis dans mon sous-sol, en train de regarder la télévision dans le noir, quand j'aperçois une lumière jaunâtre orangée flotter dans le couloir. Elle entre dans la pièce où je me trouve et tourne dans l'angle. Je voyais qu'elle émettait de la lumière car elle éclairait les interrupteurs en passant devant eux, puis, quelques secondes plus tard, elle a disparu. 2 nuits plus tard, j'avais éteint la télé et j'étais sur le point de dormir sur le canapé du sous-sol. Il faisait noir complet quand la même lumière jaune-orangée est apparue, à environ 1 mètre devant moi. Elle avait la taille d'une balle de golf, peut-être un peu plus petite, et c'était un mélange magnifique de couleurs orange et jaune. Je suis resté figé, fasciné, et je l'ai regardée. Elle a flotté jusqu'à mon bras et, quand elle a touché ma peau, j'ai ressenti comme une décharge électrique. Tous les poils de mon bras, de ma nuque, de ma tête se sont hérissés et ça picotait. J'ai alors pris mon autre main et j'ai attrapé la lumière. Je sentais qu'elle bougeait dans ma main et elle avait une masse, un poids réel. J'ai vite allumé la lumière et j'ai regardé ma main, car je sentais encore cette lumière bouger à l'intérieur. Quand j'ai ouvert la main, je m'attendais à voir un insecte lumineux ou quelque chose d'explicable, mais il n'y avait rien. Ma copine et moi avons rompu quelques mois plus tard. Et, exactement 8 mois après ce message, ma famille et moi avons commencé à faire plein de voyages ensemble. Ça peut ne pas sembler étrange, mais j'avais 36 ans à l'époque et je n'avais jamais fait un seul voyage avec ma famille depuis que j'avais 4 ans. Sachant que ma mère n'aime pas voyager et que ma famille n'a jamais rien fait ensemble, c'était complètement improbable à ce moment-là. Petite précision, la seule chose qu'on aurait pu deviner vaguement dans mon email, c'est un pile ou face sur la réussite de ma relation. Mais à part ça, je ne vois pas comment cette personne aurait pu provoquer la lumière chez moi ou prédire 8 mois à l'avance un voyage familial avec des gens qui ne voyagent jamais. Il y a quelques années, je squattais chez une amie et elle regardait Long Island Medium à la télé. J'ai tout de suite commencé à râler en disant que je détestais cette émission et que je ne croyais pas du tout qu'elle soit authentique. Mon ami m'a raconté que ce genre de choses lui arrivait parfois, et après m'avoir expliqué, j'ai lancé en plaisantant, « Eh bien moi, j'aimerais parler à mon grand-père, qui était décédé seulement 1 mois plus tôt. » La conversation s'est arrêtée là, et après un moment de silence à regarder l'émission un peu à contre-cœur, mon ami a poussé un gros soupir et a dit « Bon, d'accord, d'accord. » J'étais immédiatement perdu, et sans même que j'aie le temps de réaliser, elle a commencé à me raconter tout ce qu'elle voyait. Elle n'avait jamais rencontré personne de ma famille, et à part le fait que je lui avais dit comment il était mort et à quel point je l'aimais, elle ne savait absolument rien de lui ou de ma famille. Elle a décrit la maison, le garage, ce garage qui, entre ma sœur et moi, était une blague récurrente parce qu'on adorait l'odeur, le fauteuil où il s'asseyait toujours, et d'autres détails qu'elle n'aurait jamais pu connaître à moins que je ne les lui ai moi-même racontés. C'était déjà un peu troublant, même si je me disais que ça pouvait encore relever du jeu de devinette, des médiums douteux. Mais elle m'a vraiment surpris quand elle a parlé de John Wayne. Elle a dit qu'elle voyait John Wayne sur une vieille télé en bois. Là, ça a commencé à me faire peur. Et j'ai eu encore plus peur quand elle a dit qu'elle voyait des canards. Mon grand-père avait plein de canards en bois exposés sur la grande baille vitrée que j'adorais étant enfant, et je me faisais toujours gronder parce que je jouais avec. Pendant toute cette expérience, je ressentais une énergie étrange, une sensation écrasante, un peu comme quand on voit quelque chose de triste et qu'on a mal au cœur, mais aussi comme si mon corps flottait. Ça paraît bizarre, mais c'est la seule façon dont je peux décrire ce que j'ai ressenti. J'ai fini par lui demander s'il allait bien et où il était. La seule réponse a été qu'il était en sécurité. Il a dit de veiller sur ma grand-mère,
qu'elle était seule, mais que quelqu'un allait venir vivre près d'elle ou emménager à proximité. Plus tard, j'ai appris que mon oncle venait d'acheter un terrain juste en face de chez elle. Elle a aussi dit qu'il avait un message pour moi. C'est là que j'ai craqué. Il disait, « Arrête d'essayer de jouer les artistes affamés, tu dois bosser dur. Je ne veux pas te voir échouer. Tu peux accomplir de belles choses si tu choisis le bon chemin, rien que de l'écrire, je réalise à quel point ça sonne cliché, mais la façon dont elle l'a dit m'a fait pleurer. » Avant de le dire, elle s'est mise à rire, « Il est en train de crier ça, il n'est pas en colère, il veut juste que tu le saches. » J'ai pleuré parce que mon grand-père était un Irlandais têtu et bruyant, et elle l'a transmis exactement comme il était, d'une manière qui m'a fait comprendre que ça ne pouvait être que lui. Ça m'a changé. Il m'a dit de ne pas en parler à ma grand-mère, car elle n'y croirait pas et ça ne ferait que l'attrister. Elle est devenue évangélique récemment, et même ma mère a été d'accord. C'est une longue histoire, je sais, mais tout est vrai, et j'ai gardé cette expérience gravée en moi à cause de l'émotion, de l'amour et de l'énergie positive que j'ai ressentie. Je n'ai jamais cru à tout ça, surtout chez ceux qui font payer ces services, mais cette expérience prouve qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Peut-être que c'est vraiment une communication avec les morts, ou peut-être une capacité des gens à lire les pensées et à capter ces informations. Elle n'est pas médium professionnelle, mais elle reçoit parfois des ressentis et dit qu'elle doit les transmettre. Elle m'a expliqué que ça a commencé dans la trentaine, après une expérience de sortie de corps où elle aurait été guidée par son esprit guide, Vincent. J'aimerais me souvenir de plus de détails, parce qu'à l'époque je lui posais plein de questions, mais c'était il y a quelques années et j'ai un peu oublié. Quand ma mère est décédée en 2015, je me suis penché vers son oreille et je lui ai murmuré quelques mots pour lui dire que c'était d'accord, qu'elle pouvait partir si elle n'était pas seule, et elle est partie. J'ai vu son dernier souffle. Ma mère m'appelait toujours son bien-aimé David parce qu'elle m'avait expliqué qu'en hébreu, Dev signifiait être aimé. Avançons jusqu'en 2017. J'avais rencontré quelqu'un de bien et j'étais très enthousiaste à son sujet. Au travail, un de mes collègues m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air vraiment heureux. » Je lui ai tout raconté sur ce gars qui me plaisait et je lui ai montré une photo. Mon collègue a trouvé ça adorable, et une autre dame du bureau, en entendant la conversation, s'est approchée et a dit « Je peux voir ?» J'ai répondu « Excusez-moi ?» Et elle a répété « Je veux voir. » Ta mère veut voir. J'ai dit « Pardon ?» Et elle m'a dit « Ta mère est ici, en ce moment. Elle veut te dire à quel point elle est heureuse pour toi, que tu sois enfin autorisé à être toi-même. Elle sait combien ça a été difficile de grandir en ne pouvant pas être honnête sur ta sexualité, et ça compte énormément pour elle. » Je me suis dit « Attends, quoi ?» Et puis elle s'est tournée vers moi et a ajouté « Est-ce que le mot bien-aimé signifie quelque chose pour toi ?» Là, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est vraiment en train d'arriver. » Comment pouvait-elle savoir tout ça? Voilà mon unique expérience avec une médium. Plus tôt cette année, j'ai vu un voyant en Inde et ça a été l'une des expériences les plus profondes que j'ai vécues. Cela a définitivement renforcé ma croyance dans le mysticisme, la métaphysique, ou peu importe comment on l'appelle. Il a lu en moi et en deux autres amis, et a révélé beaucoup de choses sur nos vies et notre passé qui étaient exactes. Il a parlé de nos familles en détail, puis nous a expliqué quels étaient nos rôles de vie et où chacun de nous se situait dans le grand schéma des choses. Il nous a parlé de notre avenir et nous a donné des conseils sur la manière d'atteindre nos objectifs. Le voyant m'a ensuite conseillé d'aller voir un praticien de Reiki pour m'aider. En rentrant chez moi, on m'a justement conseillé, de manière tout à fait aléatoire, et ironiquement, je n'ai même pas fait le lien tout de suite, c'est mon ami qui était allé en Inde avec moi qui me l'a fait remarquer, de consulter un certain praticien de Reiki près de chez moi, et c'est ce que j'ai fait. Elle a été comme une bénédiction, et je crois que le voyant savait qu'elle m'aiderait. J'ai fait plusieurs séances avec elle et, à chaque fois, elle me fait aussi des lectures personnelles, en plus du Reiki, et c'est comme si elle pouvait physiquement évaluer où j'en suis spirituellement et utiliser ces informations pour aider mon esprit et mon corps à guérir. J'ai eu un cancer.
Et je précise que je n'utilisais pas le Reiki à la place d'un traitement médical. C'est quelque chose de très étrange et difficile à décrire, mais à chaque visite, elle m'aide à comprendre sur quels aspects de ma vie je dois me concentrer pour créer une énergie pure et saine. Ça a été une année intense, mais je crois vraiment que ces rencontres relèvent de l'intervention divine. Mon père venait d'une très grande famille. Il était le petit dernier de 9 enfants, et il a été le deuxième à mourir, il avait 40 ans. Après l'avoir perdu, nous n'avons plus eu de contact avec sa famille, sauf quand on les croisait en ville. Ma mère était vraiment amère que nous ne soyons plus inclus dans les événements familiaux. En 2012, 2 des sœurs de mon père étaient dans 2 hôpitaux différents, mourant toutes les 2 d'un cancer. Je suis allé voir celle qui était à l'hôpital local, juste pour passer du temps et parler de la famille. Plus tard, je parlais avec ma mère, je lui racontais comment allait tante Bette et je lui disais que je comptais aller voir mon autre tante, Jane. Ma mère avait l'air agacée et m'a lancé, « Jane n'a plus d'argent. » Elle était mariée, n'avait jamais eu d'enfant et avait accumulé pas mal d'argent. J'étais furieux. Pour moi, c'était le dernier lien que j'avais avec mon père, et elle pensait que je m'intéressais à l'argent. Je suis allé à un spectacle de médium dans un restaurant local avec une amie qui avait reçu les billets. L'endroit était bondé. Environ 250 personnes. Le médium circulait dans la salle en donnant des lectures. Il est arrivé au milieu de notre table et a dit à la femme qu'il lisait, « Où est la Jane ? » « Qui a la Jane ?» Puis il est venu directement derrière moi et a dit, « C'est avec toi, tu as la Jane. Elle veut que tu saches. » Ce n'était pas pour l'argent. Les larmes ont coulé sur mon visage. J'ai en fait 3 très belles histoires de médium. La première est la mienne, la deuxième celle de ma mère, et la troisième celle de ma cousine. J'ai les enregistrements de chacune d'elles. La première est plutôt amusante, nous avions emmené notre chien de famille voir un médium pour animaux, parce qu'il y avait un événement caritatif dans notre animalerie locale. La médium a capté des choses complètement inattendues, comme le fait que ma sœur venait d'acheter une nouvelle voiture beaucoup plus petite que notre chien n'aimait pas. Ou encore qu'on avait un grand tableau d'un élan dans notre salon, et que selon notre chien, ce tableau devrait plutôt être un portrait de lui. Elle a aussi parlé de notre chien précédent, qui venait juste de décéder, alors que nous n'avions rien dit à ce sujet. Ma mère, elle, a vu plusieurs médiums, mais l'un d'eux a mentionné une figure paternelle avec 2 bébés et 2 chiens roux, et a précisé que les noms des chiens commençaient tous les 2 par le son « K ». Ma mère venait de perdre son père, elle et sa sœur avaient chacune eu un bébé mort-né, et elles avaient 2 Golden Retrievers roux issus de la même portée, appelés Quincy et Cooper, qui étaient aussi décédés. Mon grand-père adorait ces chiens, donc ça avait tout son sens qu'il les ait avec lui, ainsi que les bébés. Cette séance était remplie de détails de ce genre. L'histoire de ma cousine demande un peu de contexte. Elle avait un chat très malade. Elle avait fait tous les tests possibles, avait changé sa nourriture plusieurs fois, mais le chat restait gravement malade. Elle est allée consulter un médium, pour un tout autre sujet, mais un esprit de grand-père est apparu, probablement le même grand-père que dans l'histoire précédente, et lui a dit qu'elle devait déplacer la plante sur la commode. Il n'a donné aucune explication supplémentaire, mais elle l'a déplacée dès son retour à la maison. Très vite, le chat a retrouvé la santé, il s'avérait qu'il mangeait la plante et s'empoisonnait. Une amie désespérée à moi a consulté un médium parce qu'elle sentait que son corps s'affaiblissait, et les médecins n'arrivaient pas à trouver la cause malgré de nombreuses visites. Une autre amie lui a suggéré d'essayer de consulter un médium ou un guérisseur chaman pour voir si cela pouvait l'aider. Nous sommes donc allés à 3 voir ce médium, dans une vieille maison simple située dans un village. Le médium lui a juste dit de s'allonger et de fermer les yeux dans son salon, sa femme était assise avec nous. Nous attendions dans un coin et les observions. Le médium tenait une branche dans sa main, qu'il faisait passer au-dessus de son corps, la faisant tourner autour d'elle, tout en murmurant quelque chose d'inaudible. Plus tard, il s'est arrêté et lui a dit que le traitement était terminé. Puis il nous a montré le résultat.
Nous avons été choqués de voir qu'il y avait de grosses ecchymoses noires sur tout son corps, nous n'avions jamais vu ça avant cette visite chez le médium, en particulier derrière les genoux. Elle a eu peur et lui a demandé ce qui s'était passé. Il a répondu que quelqu'un lui avait jeté un sort, de la sorcellerie, et qu'il avait réussi à renvoyer ce mal à la personne qui l'avait ensorcelé. Il a refusé de dire le nom de cette personne, car il ne voulait pas créer de haine inutile. Il a assuré que cela ne l'ennuierait plus et qu'elle pouvait revenir le voir à tout moment. Ce médium a refusé l'argent, et sa femme nous a même invités à déjeuner. C'était un couple de personnes âgées tellement simples et drôles. Mon amie était si reconnaissante qu'elle leur a acheté des provisions. Quand nous sommes partis, en fin d'après-midi, elle a essayé de donner de l'argent à la femme, mais celle-ci a aussi refusé en disant qu'elle avait déjà acheté leurs courses. Depuis, mon amie va beaucoup mieux, et elle fait beaucoup plus attention à son attitude envers les autres. En 2002, mon plus jeune frère est malheureusement décédé d'un cancer à l'âge de 5 ans. Quand il était en vie, il demandait toujours des pièces de 1 centime aux gens, à la famille, aux amis, aux médecins, etc. Au moment de son décès, il avait réussi à remplir une bonbonne d'eau entière de ces pièces, et nous l'avons enterré avec un grand sac de ces pièces. Au fil des années, nous avons trouvé des pièces de 1 centime de façon aléatoire, lors de sorties en famille, quand nous nous sentions tristes, etc. et nous avons toujours pris cela comme un signe de sa part, un petit coucou. Mon père, lui, est toujours resté sceptique à ce sujet, et a toujours eu beaucoup de mal à faire son deuil. Un jour, mon père attendait dans la salle d'attente de l'hôpital pour voir son médecin quand il a remarqué une vieille dame. Elle avait un déambulateur et marmonnait toute seule. Elle faisait des gestes dans l'air, secouait la tête. Finalement, elle s'est approchée de mon père et lui a dit « Je ne fais normalement pas ça, mais il ne me laisse pas tranquille. Vous avez perdu un jeune fils ?» Mon père a hoché la tête. Elle a ajouté « Il veut savoir, est-ce que vous recevez les pièces ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Il veut que vous sachiez qu'il va bien, et que ces pièces viennent de lui. » Mon père lui a simplement répondu « Merci. » Et elle est partie. Quelques instants plus tard, quand mon père a vraiment réalisé ce qui venait de se passer, il s'est levé pour essayer de la retrouver et lui poser plus de questions. Mais il n'a jamais réussi à la retrouver, et il ne l'a jamais revue depuis. Pour donner un peu de contexte, j'ai grandi entouré de Santeria. J'ai toujours eu la capacité de voir, dans une certaine mesure, et surtout de ressentir. Je n'ai jamais été forcé d'adhérer à la religion. Avoir un père spirituel, capable de lire les cartes ordinaires, a été un vrai avantage, car j'ai toujours eu quelqu'un à qui parler de ces choses. Il y a bien plus à cette histoire que ce que je vais raconter ici, mais ce serait trop long à écrire. En gros, je venais de purifier l'appartement de mon copain avec de la sauge, 2 fois, et j'avais le dos tourné à la porte de sa chambre. Il était de l'autre côté du comptoir de la cuisine. Soudain, j'ai senti une douleur vive sur le côté droit, comme si quelqu'un m'avait donné un coup dans le rein. Je me suis retourné d'un coup et j'ai regardé directement vers la porte de sa chambre, et là j'ai vu un petit garçon en train de rire dans l'encadrement. Quand je dis que je l'ai vu, je l'ai vraiment vu, pas de manière totalement solide, mais assez pour distinguer ses traits et ses vêtements. J'ai attendu un moment avant de dire quoi que ce soit, parce que je n'étais pas sûr que ce soit l'entité que j'essayais de chasser qui se faisait passer pour autre chose. Puis j'ai réalisé la lumière qui l'entourait et j'ai compris qu'il était bon et réel. J'ai regardé mon copain et je lui ai dit « Tu as un petit garçon ici. Il vient de me donner un coup sur le côté, il veut jouer. » Je lui ai demandé s'il avait un membre de sa famille décédé jeune. Il m'a dit oui. Je lui ai expliqué que le petit garçon était lié à lui et qu'il essayait de le protéger. Il m'a demandé quel âge je pensais qu'il avait. J'ai répondu, entre 5 et 7 ans. Il m'a demandé de le décrire. Ce que j'ai fait. Mon copain m'a regardé longuement, l'air complètement stupéfait, avant de me dire que je venais de décrire son frère. Plus précisément, la dernière photo professionnelle prise de lui avant sa mort.
Il était né au début des années 70. Mon copain et moi venions à peine de commencer à sortir ensemble, ça faisait peut-être un mois, même pas, et il ne m'avait jamais parlé de ses frères et sœurs, car je ne lui avais pas demandé et qu'il n'était visiblement pas prêt à en parler. Il m'a raconté que son frère avait été renversé par une voiture à l'âge de 6 ans, que sa sœur était née après lui, puis lui. Il n'avait aucune photo de famille accrochée chez lui, donc je n'avais aucun moyen de savoir tout ce que je venais de lui dire. Il m'a aussi demandé quel était son prénom, et j'ai dit que ça commençait par un J. J'ai hésité à le dire, de peur de me tromper, parce que le prénom de mon copain commence aussi par un J. Il m'a expliqué que son frère portait le même prénom que leur père, et que ses parents l'appelaient Junior au lieu de son vrai prénom. J'ai eu envie de dire qu'il s'appelait Junior, mais je doutais de moi, puisque c'était la première fois que j'allais aussi loin dans la lecture de quelqu'un. Quand j'ai rencontré ma femme, plusieurs années avant que nous nous marions, nous vivions dans des états différents. Nous passions beaucoup de temps à discuter en ligne, via différentes messageries. Un soir, j'étais à l'hôtel car je voyageais pour le travail, et j'ai entendu frapper violemment à la porte de la chambre voisine. C'étaient des policiers, qui essayaient d'attirer l'attention de la personne qui logeait là. Ils appelaient son prénom, mais il ne répondait pas. Au bout d'un moment, ils ont réussi à entrer et l'ont sorti sur une civière. Il avait l'air d'avoir été impliqué dans une bagarre dans un bar, visage en sang, t-shirt ensanglanté et un regard complètement perdu. Pendant qu'il tapait à la porte, ils appelaient son prénom à voix haute. J'ai raconté à ma femme ce qui était en train de se passer, et elle m'a juste répondu un mot, Roberto. Eh bien, c'était exactement le prénom qu'il criait. Ce n'est pourtant pas un prénom très courant au Colorado, donc c'est peu probable qu'elle l'ait sorti au hasard. Je ne suis toujours pas convaincu que les médiums et les voyants soient réels, mais au fil des années, elle a réussi à sortir des informations qu'elle ne pouvait pas savoir à plusieurs reprises, bien trop souvent pour que je les compte. Il semble bien qu'il se passe quelque chose. Un jour, je suis allé rendre visite à ma mère pendant qu'elle travaillait, et une femme étrange est entrée. Ma mère travaille dans une maison funéraire, et elle était en pause déjeuner. Ma mère a essayé de lui dire que l'établissement était fermé pendant un moment, mais la femme s'est simplement assise sur une chaise devant son bureau, en la regardant. Elle a dit, « Ta mère m'a envoyé ici pour te parler. » C'était tellement bizarre. Nous n'avions jamais vu cette femme auparavant, et nous n'avions pas cherché à consulter un médium. Elle a commencé à parler d'un grand homme costaud qui avait combattu à la guerre, appelé Henri, surnommé Harry, et qui était proche. C'était le grand-père de ma mère. Elle a dit, « Il a la main sur ton épaule et il te caresse les cheveux de l'autre main, ce qu'il faisait toujours quand elle était petite. » Elle s'est ensuite tournée vers moi et a dit, « Tu n'as jamais rencontré ta grand-mère. » Ce qui est vrai. Elle est décédée quelques mois avant ma naissance, et ça m'a toujours pesé. Elle a ajouté, « Tu devrais remettre l'aimant dans la boîte à couture sur le frigo. » Elle aime te parler. L'aimant dont elle parlait était une photo de moi bébé, mais comme il n'arrêtait pas de tomber du frigo, je l'avais rangé dans la boîte à couture pour le protéger. Je suppose qu'elle faisait tomber l'aimant exprès pour que je pense à elle. Elle a ensuite dit à ma mère d'arrêter de déplacer la photo de ma grand-mère. Ma mère déplace tout le temps les meubles et les objets, y compris la photo de ma grand-mère, en précisant que « ta mère aime être sur la cheminée ». Depuis, sa photo est posée là. Puis elle m'a regardé et a dit « Ton père n'a pas laissé ta mère acheter un vélo. Dis-lui que sa belle-mère n'est pas contente. » Ce week-end-là, nous sommes allés ensemble au magasin de vélos et j'ai eu un vélo. Ma mère en voulait un aussi mais mon père disait qu'elle ne l'utiliserait jamais, alors elle n'en avait pas pris. J'ai demandé, elle était là avec nous? Et la femme a répondu, elle est toujours avec vous. Elle s'assoit sur le siège du milieu de la voiture avec toi. J'ai trouvé ça tellement étrange, parce que quand j'étais petit, j'avais cette obsession d'attacher la ceinture de sécurité du siège du milieu, même si personne n'était assis dessus, pour les fantômes. Je ne sais pas comment cette femme savait tout ça. Elle est simplement repartie après ça.
Je n'ai jamais cherché à consulter un médium, c'est un médium qui m'a trouvé. Je me promenais en ville et, après avoir hésité un moment, j'ai finalement décidé d'entrer dans une boutique locale de cristaux et d'aromathérapie. C'était la toute première fois que je mettais les pieds dans ce magasin, et à peine avais-je franchi la porte qu'une jeune femme de mon âge est venue vers moi et m'a tiré sur le côté. C'était la propriétaire du magasin, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Elle m'a dit, « Je ne fais presque jamais ça, mais mes guides me disent que je dois te transmettre ce message. » Puis elle a commencé à me raconter des détails très précis sur des événements qui s'étaient produits dans ma vie au cours de l'année écoulée. Des choses qu'elle ne pouvait tout simplement pas savoir. Elle savait que j'avais été très spirituel autrefois, mais que je m'étais coupé de ce monde et que je m'étais recentré sur le physique parce que quelque chose de très négatif m'était arrivé. Elle a donné des détails, mais je préfère ne pas les partager ici. Elle m'a dit que c'était normal, que j'avais eu besoin de ça pour guérir de cet événement, mais qu'en faisant cela, j'avais aussi bâti un mur qui empêchait mes propres guides de me parler, et qu'ils étaient désespérés de pouvoir communiquer avec moi. Elle m'a dit qu'ils voulaient que je sache qu'ils étaient là, que je n'étais pas seul, qu'ils étaient toujours avec moi même si je ne les sentais plus, et qu'ils seraient prêts et m'attendraient quand je serais prêt à faire tomber ces murs. Je n'avais pas prononcé un seul mot à cette femme pendant tout ce temps. Je n'avais parlé à personne de ces choses dans ma vie. Personne d'autre que moi ne savait à quel point j'avais été impliqué dans le domaine spirituel, ni à quel point je m'en étais coupé. Personne ne savait à quel point je me sentais seul et blessé à ce moment-là, car je n'en parlais à personne. Mais elle savait. Elle le savait. Et même si elle était la propriétaire du magasin, elle n'a pas essayé de me vendre quoi que ce soit. Elle m'a dit ce qu'elle avait à me dire, m'a souhaité une bonne journée, et est retournée derrière son comptoir avec son chien. Je ne suis jamais allé voir un médium, mais après l'université, pendant une formation en thérapie assistée par les animaux, thérapie équine, utilisant le cheval comme outil dans une thérapie expérientielle, j'ai rencontré une médium communicatrice animale. Elle venait d'une ville de l'État de New York dont on a fait un documentaire parce qu'elle est réputée pleine de médiums. Elle m'a dit que l'équipe du documentaire avait fait venir des faux médiums et dramatisé toute l'histoire. La ville s'appelle No One Dies in Lilydale. Bref, les autres femmes avec qui elle travaillait pendant la formation la prenaient très au sérieux. L'un des chats de l'écurie m'a tout de suite adopté et est venu s'asseoir sur mes genoux pendant la majeure partie de la formation. J'étais ravi, j'adore les chats. À un moment, la médium s'est tournée vers le chat et lui a pépillé quelque chose. Puis elle m'a regardé et m'a dit, « Il dit qu'il t'aime bien parce que tu es un voyageur, et lui aussi. » Il me montre plein d'images de valises. J'ai ri et j'ai un peu balayé ça d'un revers de main. En vérité, j'avais beaucoup voyagé avant l'université, mais pas tant que ça depuis que j'avais quitté la maison. Moins d'un mois plus tard, j'ai trouvé un travail dans un autre état. Et au cours des 3 années suivantes, j'ai déménagé 9 fois. J'ai souvent vécu avec juste une valise. Un jour, ce souvenir m'est revenu et ça m'a vraiment frappé. Qui sait, c'est peut-être juste une coïncidence, mais ça m'a paru étrange. Je me considère plutôt comme un croyant que comme un sceptique, mais il y a certaines choses que je n'achète pas. Ma femme, en revanche, est complètement sceptique. Cela étant dit, il y a quelques jours, au travail de ma femme, une femme qui prétendait être médium parlait avec la sœur de ma femme, elles travaillent ensemble. Alors que ma femme passait devant elle, la médium l'a soudainement arrêtée net et lui a dit « Je ressens un Patrick en vous ». Ma femme est restée sous le choc. Patrick, c'était le prénom de son fils de 6 mois, décédé d'une malformation congénitale il y a environ 11 ans. Je n'étais pas avec elle à ce moment-là, et je ne lui parle jamais de lui, elle n'aime pas en parler. Ce mois-ci était justement l'anniversaire de son décès. La médium a ensuite dit à ma femme, « La mère de votre mère le tient dans ses bras. » Le fait que la grand-mère maternelle soit décédée, ça pourrait sembler être une devinette ou une coïncidence facile. Mais le fait d'avoir donné le prénom exact de son fils, ça, c'était vraiment frappant. Et il faut savoir que cette femme n'était pas payée, qu'elle ne cherchait pas de travail.
Elle a simplement dit qu'elle avait ressenti une sensation très forte au moment où ma femme passait. Inutile de dire que ma femme n'est plus aussi sceptique qu'avant. Et, en réalité, cette expérience lui a apporté un peu plus de paix que d'habitude sur ce sujet. Je suis un croyant, mais aussi très sceptique envers la plupart des voyants et médiums, car je sais qu'il y en a beaucoup qui sont des arnaqueurs. Récemment, j'étais dans une mauvaise passe et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai contacté une médium très populaire dans ma région. Elle est venue chez moi et le prix était élevé, et presque aussitôt j'ai regretté, en me disant que c'était sûr qu'elle allait me dire des banalités qui pourraient s'appliquer à n'importe qui. La première chose qu'elle m'a dite en lisant mes cartes, c'est que ma grand-mère est très malade d'un cancer et qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. J'ai haussé les épaules, car ma grand-mère est la personne la plus en forme de toute ma famille. Elle a ensuite fait un tirage santé et m'a dit que mon frère avait un petit rhume, mal de gorge, et que ma mère devait arrêter de prendre les compléments alimentaires qu'elle avait commencé récemment, car ils allaient avoir des effets négatifs avec son traitement. Puis elle m'a dit que j'avais un problème sanguin et qu'il fallait que je me fasse examiner. Elle m'a dit bien plus de choses, mais après son départ, j'ai appelé ma mère pour vérifier ce qu'elle avait dit. Et là, la première chose que ma mère me dit dès que je décroche, c'est « Ta grand-mère a un cancer, et c'est grave ». Je lui demande des nouvelles de mon frère, il avait effectivement mal à la gorge. Là, je commence vraiment à flipper, alors je lui demande si elle avait commencé de nouveaux compléments alimentaires. Après être allée voir le médecin, elle a découvert qu'en les combinant avec son traitement, ça pouvait provoquer des ulcères. Évidemment, je suis aussi allé voir le médecin, et il s'est avéré que j'étais anémique. Inutile de dire que cette médium m'a complètement bouleversé. Ma relation avec mon père a été sporadique et tumultueuse, pour le dire gentiment. Il est décédé quand j'avais 21 ans, j'en ai 29 aujourd'hui. Sa mort a été qualifiée de suicide et toute cette situation a été vraiment difficile à gérer, surtout de ne pas pouvoir obtenir le sentiment de clôture que je recherchais. Je passais souvent mes soirées, allongé dans mon lit, à lui parler ou à lui poser des questions, ou simplement à discuter, mais je précisais toujours bien à qui je m'adressais. Un soir, après avoir emménagé dans mon propre appartement, je me suis réveillé en sursaut à 3h33, et j'ai vu une ombre sombre d'un homme au bout de mon lit. J'ai eu beaucoup de mal à me rendormir, car cette image me hantait. Elle m'a troublé pendant des mois, mais je n'ai jamais vraiment fait le lien, jusqu'au jour où ma mère m'a appelé après avoir consulté un médium. Elle m'a demandé, « Est-ce que tu parles à ton père, parfois, la nuit, quand tu es seul dans ta chambre ?» Je n'en avais jamais parlé à personne avant ce moment. Je lui ai répondu que oui. Et elle m'a aussitôt dit, « Il m'a demandé de te dire de ne pas avoir peur de lui. » Je suppose qu'il savait qu'il m'avait vraiment effrayé cette nuit-là. Je n'ai rencontré que 2 médiums dans ma vie que j'ai vraiment crus authentiques, même si j'ai croisé pas mal de gens dans des salons New Age ou autres, qui se disaient médiums. Je le savais parce qu'ils m'ont dit des choses très personnelles, des choses qu'ils n'auraient jamais pu deviner, même en 1 million d'années, juste en faisant une lecture à froid. Je n'ai posé aucune question, et eux non plus. Ils ont simplement pris ma main et m'ont dit ce qu'ils avaient à dire, et c'était parfaitement exact. Je ne parle pas de suppositions ou de généralités qu'on peut facilement deviner en regardant quelqu'un. Je parle de choses profondément personnelles et très spécifiques, des sujets dont je ne parle à personne, même pas à ma meilleure amie. Ils ont forcément dû communiquer avec un défunt, ou avec mes guides spirituels, ou autre chose, il n'y avait aucun autre moyen qu'ils puissent savoir ce qu'ils m'ont dit. L'un d'eux m'a même donné le nom complet d'une personne spécifique, sans aucune approximation du style « je reçois un prénom qui commence par X ». Non. Il a donné le prénom, le deuxième prénom et le nom de famille, exact. Cette personne, c'était un vieux ami très cher, décédé jeune, et il portait en plus un prénom vraiment rare. Ce médium m'a aussi raconté assez de détails uniques sur lui pour que je sache, sans aucun doute, que c'était bien lui. En fait, je n'ai même pas été surpris de savoir qu'il était encore près de moi. Dans sa vie,
il avait été un ami incroyable, un vrai ange. Il a toujours veillé sur moi, donc le fait qu'il soit toujours là, même après sa mort, ne m'a pas étonné. J'avais d'ailleurs déjà ressenti sa présence plusieurs fois par moi-même, mais c'était la première fois que j'avais une communication directe, et c'était vraiment une expérience incroyable. Quand j'avais 20 ans et que je travaillais à 2000 km de chez moi, j'ai vu un endroit proposant des lectures psychiques et, sur un coup de tête, j'y suis entré pour une consultation. Juste pour m'amuser, parce que j'avais du temps et de l'argent à perdre. L'heure que j'ai passée avec cette femme, d'apparence très ordinaire, a changé ma vision du monde. Elle m'a dit beaucoup de choses sur ma vie et ma famille qui étaient exactes, et j'étais vraiment impressionné. Mais ensuite, elle m'a dit qu'un de mes guides spirituels était le fiancé de ma mère, décédé dans un accident de voiture alors que ma mère conduisait. Et que ma mère était restée dans le coma pendant 6 semaines, ayant une expérience de sortie de corps pendant toute cette période. J'étais abasourdi et incrédule. Je lui ai répondu que non, ça n'était jamais arrivé, donc qu'elle devait se tromper. Cette gentille dame d'âge moyen m'a regardé avec bienveillance et m'a dit d'en parler à ma mère si je voulais vérifier, et de lui demander qui était Tom. Mais qu'il fallait être douce et délicate en abordant le sujet, parce que ma mère n'aimait pas en parler. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi, c'est d'appeler ma mère. Devinez quoi? Tout était vrai. Je n'avais jamais su. Ma mère conduisait au moment de l'accident et ne s'était jamais pardonnée. La voiture avait aquaplané sous un énorme camion et avait été complètement détruite. Tom était mort et ma mère était restée dans le coma pendant 6 semaines. Quand elle s'est réveillée, elle a raconté à son médecin qu'elle l'avait vu recevoir l'appel concernant l'accident, mettre son chien dans sa voiture bleue et emprunter la route sinueuse jusqu'à l'hôpital. Tout ce que cette femme m'avait dit était 100% exact. Et cela a apporté du réconfort à ma mère de savoir que Tom était avec moi, qu'il me protégeait. Petite anecdote, j'ai eu 2 accidents de voiture depuis, dans lesquels j'aurais dû mourir, et pourtant, je m'en suis sorti sans une égratignure. Depuis, je n'ai plus jamais été arrogante ou méprisante envers des choses que je ne connais pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.